On a travaillé et préparé ce sujet. Il m'est revenu à l'esprit ce film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Le juge et l'assassin. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Donc le juge, c'était Philippe Noiret et l'assassin, c'était Galabru. Et donc Galabru allait de village en village violer et tuer les jeunes filles. Et à chaque fois qu'il le faisait, il disait je suis Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors, c'est une question un peu iconoclaste, hein, je t'avais prévenu. Quelle différence entre Galabru qui est dérangé mentalement, qui va tuer les jeunes filles et en disant « je suis Jésus-Christ, fils de Dieu », et le djihadiste qui va tuer n'importe qui dans la rue en criant « Allah Akbar ». Je ne connais pas bien le cas Galabru du point de vue psychiatrique, donc j'aurais du mal à répondre de façon pertinente, mais si tu veux, la question c'est que là c'est un cas apparemment qui est décrit comme explicitement psychiatrique dans ce film, à vous écouter. Je pense que il serait très étonnant et très bizarre qu'aujourd'hui tous ceux qui agissent au nom du djihadisme à travers le monde soient tous des cas désespérés de psychiatrie. Je crois que c'est pas du tout... en tout cas, je pense que, comme je disais tout à l'heure, finalement, que c'est une manière de nous rassurer, qui est complètement... D'ailleurs, finalement, il y a ce livre de Gerald Bronner, qui est un sociologue, qui avait fait un bouquin qui s'appelait, je crois, La pensée extrême, qui montrait que, bien souvent, les extrémistes, quel que soit d'ailleurs le mouvement, on les décrivait comme des cas psychiatriques, et que souvent, en fait, c'était effectivement des jusqu'au-boutistes de la vérité, que c'était pas ni des débiles, ni des fous, ni des barbares, c'était en fait des gens qui avaient un cheminement intime, qui allaient de certitude en certitude, et que cette certitude pouvait se baser sur des choses tout à fait rationnelles. Tout à l'heure, il y a eu un débat entre nous où quelqu'un a dit mais il croit aux 72 vierges, il croit qu'il y aura... par exemple, oui, il croit à des choses qui ont l'air complètement folles pour nous. Par exemple, vous savez, dans le discours djihadiste, il y a des choses qui reviennent tout le temps, c'est cette espèce d'éloge de la mort, et cette idée, cette certitude, cette conviction, même ce constat pour beaucoup, qu'en Syrie, le corps des martyrs sent bon. Il y a des effluves, qu'il sent le muscle, que c'est un truc qui se retrouve partout. Alors on va dire, mais ces gens sont des fous. Mais en fait, toute certitude religieuse apparaît toujours comme une folie. Vous savez, c'est Pascal qui disait ça. Hein. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Tout discours religieux, enfin toute certitude messianique, etc., apparaît toujours comme un scandale pour un esprit rationnel. La question, elle est surtout justement à nouveau de ne pas se rassurer en mettant en rabattant tel ou tel geste sur des nosologies, ou sur une pure désespérance sociale ou sur un pur déséquilibre psychiatrique. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu un motif de lol, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, cet argument a été tellement galvaudé, en fait, qu'aujourd'hui, dès qu'un acte djihadiste est commis, une certaine extrême droite dit voilà, encore un déséquilibre, on va encore nous dire que c'est un déséquilibré. Parce que effectivement, ça a été tellement utilisé dans l'autre sens que c'est compliqué. Je ne sais pas si Ben Laden était un déséquilibré, je ne sais pas si tous les terroristes du 11 septembre, qui souvent avaient fait de très bonnes études, avaient fait une thèse d'État, etc., étaient tous des déséquilibrés. En fait, je ne vois pas au nom de quoi, à nouveau, on pourrait qualifier tous ces gens de déséquilibrés. La question, c'est de les prendre au sérieux et de prendre leur rationalité, justement, au sérieux. Merci Jean. Une autre question qui est plus large. Ici, on est un peu sous l'esprit d'Aimé Césaire. Et Aimé Césaire disait « Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » Alors, Jean, est-ce que vous avez l'impression que la France et l'Occident sont des civilisations qui rusent dans leur politique étrangère avec leurs principes et leurs valeurs? Bien sûr, bien sûr, comme il y a un jeu de réel politique, il y a des choses d'ailleurs qui sont directement connectées avec les sujets que j'ai essayé de travailler. Par exemple, Manuel Valls a dit, il a été très gentil, il a fait l'éloge de mon livre publiquement, il a dit qu'il faut absolument lire ce livre, etc. Mais je suis très étonné de ça. C'est-à-dire que je considère justement que certains actes que Manuel Valls a posés, a fait, sont totalement contradictoires avec une bonne lecture de ce livre. Par exemple, quand Manuel Valls
va en Arabie Saoudite et leur vend 10 milliards d'armes il y a quelques mois, il le fait 3 ou 4 jours, enfin quelques jours après que 50 oulémas et prédicateurs saoudiens ont appelé au djihad en Syrie. Alors, en fait, ça passe inaperçu parce que, de fait, justement, à nouveau, c'est toujours mon même problème, au sommet de l'État, très peu de gens prennent au sérieux le religieux. Et donc, quand des oulémas appellent au djihad en Syrie, ils se disent, bon, bah voilà, c'est des gens comme ça, à nouveau, c'est peut-être des déséquilibrés ou des débiles, je ne sais pas quoi. Non, alors, c'est des gens qui ont un grand pouvoir d'influence, qui sont des autorités, des grandes autorités, qui sont d'ailleurs souvent des très grands savants, à nouveau, il faut le rappeler. Et Manuel Valls, apparemment, il n'y a personne dans son entourage qui connecte les deux. Donc, bien sûr qu'il y a toute une géopolitique très compliquée, une réalité très compliquée. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, à nouveau, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose notamment de singulier dans le monde musulman. Rachid Benzine en parle sublimement bien dans ses livres. Il n'est pas le seul. Toutes les religions sont travaillées par des réactivations politiques, des pulsions mortifères, etc. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de mortifère qui embrasse le monde entier et qui est quelque chose qui vient de l'intérieur du monde musulman, de cette espèce de guerre civile interne au monde musulman, dont on a des traces tous les jours, bien au-delà de telle ou telle intervention occidentale, etc. Donc, en fait, bien sûr, la question est massivement oui. Mais si on pose le problème de ce qui se passe aujourd'hui d'un peu nouveau avec ce phénomène djihadiste, là, on peut se demander si la seule interrogation valable, c'est celle des crises internes de l'Occident. L'Occident a toujours eu tendance à être très centré sur lui-même. Et aujourd'hui, c'est intéressant, sa façon de se centrer sur lui-même, c'est bien souvent de se dire que tout ce qui se passe partout, c'est de sa faute. Et que, de toute façon, il est cause de tout, quoi qu'il arrive. Je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure déjà, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous savez, par exemple, je voudrais faire une comparaison. L'historien qui s'appelle François Furet, qui est un grand historien venu du Parti communiste, ensuite figure du libéralisme, etc., a fait ce livre qui s'appelle Le passé d'une illusion. Et sur ce qu'il appelle l'illusion, l'histoire de la croyance communiste ou l'illusion communiste. Et à un moment donné, il dit, bon, nous autres gens de gauche, on a répété pendant des générations que les nazis avaient été financés par la bourgeoisie allemande. La bourgeoisie allemande avait eu très peur, très peur, parce qu'il y avait eu la révolution spartakiste, on parlait de Rosa Luxembourg tout à l'heure, et donc elle a financé les nazis pour briser les reins du mouvement ouvrier qui lui avait fait si peur. Donc Hitler n'est qu'un pantin du grand capital allemand. Il y a toute une littérature là-dessus, et François Furet disait, en fait, on n'avait pas tort de dire ça. Oui, la bourgeoisie allemande a financé le nazisme. Mais, disait François Furet, l'essentiel n'est pas du tout là. L'important, c'est qu'à un moment donné, les nazis ont pris leur autonomie, leur agenda, leur programme était devenu autonome même par rapport à ce que voulaient les bourgeois, les capitalistes. Et ils ont fait tout un tas de choses qui, en termes militaires ou en termes de rentabilité, de profit, de capitalisme, etc., n'avaient aucun sens. Et voilà, par exemple, vous voyez, quand ils décidaient à la fin de la guerre de se mobiliser militairement, de mobiliser des forces incroyables pour aller chercher quelques juifs sur une petite île perdue au large de la Grèce ou je ne sais où, ça n'avait pas grand sens du point de vue du capitalisme et de la rentabilité, du profit, etc. Ça n'avait pas grand sens. Ils avaient un programme et à un moment donné, ils l'ont appliqué de façon féroce et volontariste sans se soucier voilà. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, la comparaison est souvent faite, y compris par des grands historiens médiévistes, etc., ou modernistes, qui spécialisent les guerres de religion. Aujourd'hui, Daesh a son programme propre. Et on peut en permanence rappeler les complaisances de l'Occident vis-à-vis de tel ou tel mouvement islamiste qui sont archi-vérifiés. On peut rappeler le drôle de jeu de l'Arabie Saoudite, les complexités du jeu de l'Iran. On peut rappeler toutes ces complexités géopolitiques, tous ces jeux de réalpolitik très compliqués et souvent épouvantables. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui est globalisé, qui est sans frontières et qui a son agenda propre. Et que, à nouveau, il faut rappeler toutes ces causalités géopolitiques et les failles de l'Occident et les jeux de dupes, etc., de la réalpolitik occidentale. Mais il faut aussi se dire que ça n'est pas comme ça qu'on expliquera toujours les choses et que une des vraies choses qu'il faut affronter, exactement comme le disait Furet pour le nazisme, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement a son autonomie propre, son agenda propre et sa puissance propre. Voilà. Ok. Tout à l'heure, Pierre Conessa abordait l'idéologie qui est à la source du fondamentalisme et du radicalisme, et il faisait une vraie différence entre l'islam, les différents courants de l'islam,
et le salafisme qui en lui-même porte cette idéologie d'exclusion qui dit si tu ne me ressembles pas, finalement, j'ai le droit et la légitimité de te tuer. Alors pour vous, est-ce que vous faites vraiment cette différence ? Est-ce que le terrorisme et le fondamentalisme, le radicalisme tel qu'on le voit actuellement puisent ses sources dans cette idéologie salafiste et nulle part ailleurs ? Ou est-ce que vous tempérez ces propos par rapport à ce qu'a dit Pierre Conessa ? Écoutez, c'est une question un peu difficile. Sur moi, il faudrait demander à des gens comme Gilles C'est pour ça que je la Kepel ou à pose. d'autres. Oui, mais en fait, là, pour le coup, il y a un jeune homme qui posait la question de la légitimité. Je ne me sens pas vraiment légitime pour répondre à cette question sur le salafisme en particulier, si vous voulez. La question massive, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi, dans mon livre, j'ai tout un chapitre qui s'appelle « Rien à voir avec l'islam », point d'interrogation. Et j'essaye de tracer une ligne de front, bien sûr, pour montrer que, à la fois, comme le disent beaucoup de savants musulmans, bien sûr, le djihadisme a à voir avec l'islam, et qu'en même temps, il ne faut jamais réduire l'islam à ses réactivations, comme il ne faut pas réduire aucune religion, parce que toutes les religions ont des prolongements violents ou mortifères. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a un numéro des Temps modernes qui est sorti là-dessus, avec plein de gens, des grands savants, etc., très intéressant. C'est très difficile, en fait, de tracer une frontière, de dire le critère pour distinguer entre islam et islamisme, par exemple. Et je pense que c'est d'ailleurs pareil pour toutes les religions. Moi, je l'ai fait. Par exemple, je l'ai fait dans une tradition qui est celle de Jambet, de Christian Jambet, parce que je voulais absolument pas me laisser attraper par des gens qui seraient dans une haine de l'islam en tant que tel, etc. Donc, j'ai voulu faire un chapitre là-dessus. Et je dis, voilà, je prends notamment la grille de lecture de Christian Jambet, qui est un grand spécialiste donc, de la spiritualité musulmane, et qui montre comment l'islam, depuis des siècles, est travaillé par cette guerre civile interne entre des gens qui veulent en permanence, qui sont dans la spiritualité, qui veulent en permanence relancer le texte dans une pluralité de significations infinies, voilà, et donc personne ne peut mettre la main dessus, et d'autres qui veulent vitrifier le texte dans un système de contraintes, d'obéissance et parfois de violence sanglante. Mais plein de gens m'ont dit, mais ton truc est pipeau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des soufis extrêmement violents, il y a des spirituels extrêmement brutaux. Le critère ne peut pas être là. Et en fait, quel que soit le critère que vous voulez mettre en avant, il ne marche pas. C'est un vrai problème. C'est un gros problème. Donc moi, je n'ai pas tellement de réponse sur... Oui, je pense que le salafisme, bien sûr, représente quelque chose de moteur et de central dans tout ça. Le problème, il est surtout d'arriver à connecter toujours. Effectivement, on disait c'est toutes les religions. Les colons ou les fanatiques juifs qui sont allés mettre le feu à un foyer palestinien et qui ont entraîné la mort de ses parents, d'un bébé et de ses parents. Qui va dire qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme ? D'ailleurs, en Israël, personne n'a dit qu'ils n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Ils ont été immédiatement qualifiés d'extrémistes juifs, de fanatiques juifs, y compris par Netanyahou, qui n'est pas spécialement un gauchiste. Et donc, la question, elle est surtout de ne pas déconnecter les choses et de ne pas faire ce qu'on a fait ici en pensant partir d'une intention louable, c'est d'éviter l'amalgame. En fait, on le favorise de façon délirante. C'est-à-dire en permanence, parce que quand François Hollande ou quand Laurent Fabius ou quand tout un tas d'intellectuels, encore aujourd'hui, encore après le 13 novembre, encore après tout ce que Bruxelles, etc., et puis tout ce qui se passe évidemment ailleurs, en Turquie, en Syrie, tout ça, quand tous ces gens-là continuent à dire mais ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc., en fait, ils partent de cet intention. Ils pensent éviter l'amalgame entre l'islam comme spiritualité, comme pèlerinage intérieur, et le djihadisme comme violence sanglante. Mais en fait, ils le favorisent au centuple. Parce qu'en fait, ils trahissent, ils poignardent dans le dos. J'aurais des mots un peu durs, mais je pense qu'en disant ça, on poignarde dans le dos tous les intellectuels musulmans, comme Rachid Benzine, qu'on a entendu tout à l'heure, comme tous les musulmans, les simples croyants musulmans, qui eux savent très bien que ça a à voir avec l'islam. Ça a totalement à voir avec l'islam, voilà. Et que c'est un prolongement mortifère, un avatar meurtrier, comme toutes les religions en ont connu, et qui en même temps, comme le dit encore très bien Rachid Benzine, savent qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui au sein du monde musulman. Et les djihadistes, eux aussi, en parlent très bien. Et je pense que, vous voyez, par exemple, il y a un jeune que David Thompson a interrogé, un jeune djihadiste, qui fait de l'humour. Parce qu'ils ont beaucoup d'humour, vous savez, les djihadistes. Il y a ce qu'on appelle le LOL djihadiste aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est très fort. Et donc, il y a un jeune qui a dit à David Thompson, qui a raconté son itinéraire, il lui a dit, moi, j'étais révolté par le monde tel qu'il est, etc. J'étais un jeune musulman révolté. Donc, je suis allé à la mosquée. Et à la mosquée, j'ai vu que c'était tous des notables, sans intérêt, etc. Donc, ensuite, on va parler des salafistes, justement. Et donc, je suis allé voir les salafistes. Et puis, j'ai vu que c'était un peu mieux, mais j'ai vu qu'ils étaient maqués ou alliés financés par telle ou telle puissance que je ne trouvais pas du tout sympathique. Et ce jeune se tourne vers David Thompson et il lui dit « Et puis, c'est là que j'ai arrêté avec les salafistes et que je me suis converti à l'islam radical. »
Et il y a un moment de silence, il dit « Mais non, je rigole, je me suis converti à l'islam. » Voilà. Il se moque, en disant ça, espèce d'ironie, il se moque de tous ces mots qu'on a inventés, que tout le monde a inventé, etc. En disant non, il faut travailler de l'intérieur, il faut travailler ce conflit, cette faille interne qui travaille de l'intérieur toute religion. Et il ne faut pas essayer de tracer des lignes de front qui sont en fait totalement factices. Et surtout, il ne faut surtout pas se dire qu'à chaque fois, ces choses-là n'ont rien à voir avec la religion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a quelques jours, il y a eu dans Le Monde un excellent article sur les 65 millions de déplacés. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 65 millions de déracinés. C'est la première fois, c'est dû à la multiplication des conflits. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive à un point de basculement du monde, quasiment un point de non-retour, comme l'est en écologie le réchauffement climatique? Aujourd'hui, on est dans une dérive. Tout à l'heure, les participants parlaient de spirale, mais qu'on batte ce record des 65 millions de déplacés, et c'est peut-être pas ça va peut-être augmenter. Est-ce que ça ne pose pas un problème mondial? Et est-ce que les réponses sont au niveau des dangers et de cette spirale? Je suis désolé, mais là, à nouveau, je ne me sens pas du tout légitime pour répondre à cette question massivement, parce que c'est un problème gigantesque. J'ai très peu travaillé là-dessus. Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur la question des réfugiés, qui est une question effectivement absolument centrale aujourd'hui. Je pense qu'une des choses incroyables, c'est à la fois l'impréparation totale, en même temps mais c'est les grilles de lecture nationale. Moi, la seule réponse que je pourrais vous donner, parce que moi, j'ai écrit sur la gauche face aux djihadistes, c'est-à-dire, en fait, une certaine incapacité de la gauche, ou plus largement de nous autres tous, de la République, etc., à prendre au sérieux le religieux. Voilà. Donc c'est ça mon sujet sur les réfugiés. Là où ça peut se toucher, c'est que, par exemple, une certaine extrême droite dit dans son hostilité aux réfugiés, décrit les djihadistes comme des réfugiés. C'est-à-dire refuse le fait que les djihadistes viennent de partout, y compris de France. Et que là, comme pour la question du djihadisme, comme pour celle des réfugiés, les grilles de lecture nationale n'ont aucun sens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des printemps républicains, qui se cabrent sur une laïcité de combat, etc., qui prétendent de combat, et ils ont des arguments intéressants. Mais à nouveau, je pense que c'est très compliqué de réagir à tout ce qui se passe, aussi bien dans la situation désespérée et incroyablement violente de ce que vivent les réfugiés du monde entier, que du côté de la violence religieuse globalisée. Tout ça n'est absolument pas mesurable et compréhensible d'un point de vue national. Voilà. Une dernière question annexe, et après la parole sera à la salle. La destruction des États-nations à laquelle on peut assister, on en a parlé tout à l'heure sur la Libye, ça partait d'une bonne intention et c'est arrivé à quelque chose de catastrophique, puisque la Libye est devenue un des repères djihadistes. La Libye étant un État laïque à la base, on voit ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette géopolitique du chaos quelque chose d'incontrôlable où on pense qu'on va aller en bombardant, en portant un certain nombre d'actions, on va apporter la démocratie et un bien-être et au final on a le résultat inverse? Comment faire pour contrer cette géopolitique du chaos et quel est le rôle des médias, de l'opinion publique pour pour faire levier sur le monde politique, pour limiter limiter ces dérives? J'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien. Ce que je constate à nouveau, je le disais tout à l'heure, c'est que, je sais pas, on était tous devant nos ordinateurs, devant nos télévisions, etc., dans les premiers mois de la guerre civile syrienne. Je sais pas, tout le monde priait ou souhaitait, se disait mais on peut pas laisser faire ça, on peut pas laisser faire ça. Alors il y a eu, voilà, le journal Le Monde a appelé à bombarder, c'était pas le seul, mais enfin ça a été pour nous un moment important. Il y a eu tout un débat à l'intérieur du journal, etc. Et je n'ai absolument pas de réponse là-dessus. Ce que je constate, c'est que quand on bombarde pas, on dit c'est notre faute. Quand on bombarde, on se dit c'est notre faute aussi. Et c'est sans doute largement, voilà, l'Occident a sans doute beaucoup de responsabilité dans tout ça. Mais à nouveau, je pense qu'un des problèmes qui se pose dans cette géopolitique du chaos, c'est qu'elle est largement structurée aujourd'hui
par des enjeux, dans ces zones-là en tout cas, religieux. Vous savez, et qu'on est incapable de le comprendre. C'est ça aussi le problème. Quand François Hollande, par exemple, reçoit le président iranien à l'Élysée, vous savez, il y a toute une petite polémique parce que le président iranien fait savoir qu'il n'a pas envie. Ils avaient prévu une dégustation de vin à table. Alors le président iranien et son entourage dit non, nous on veut pas de dégustation de vin à table. Et l'entourage de François Hollande réagit en disant mais cette polémique est absurde, elle est dérisoire. Le mot c'est dérisoire. Elle est dérisoire parce qu'on va aborder à ce déjeuner des enjeux majeurs, la paix au Moyen-Orient, la guerre en Syrie, etc. Et ils nous embêtent avec leur histoire de vin à table. Ça veut dire qu'en fait, à nouveau, on a des gens qui entourent François Hollande qui ne voient pas que l'enjeu du vin à table, qui est un enjeu de religion, enfin de religieux, est pas du tout quelque chose de dérisoire, que c'est central dans les enjeux prétendument majeurs qu'ils prétendent vouloir aborder par ailleurs. Donc je pense que c'est un problème énorme qui est qu'aujourd'hui, on a oublié ce que pouvait être la puissance de causalité comme ça religieuse. Vous savez, j'ai rencontré récemment une dame communiste qui m'a dit qu'elle avait eu un entretien il y a quelques années avec Yasser Arafat. Et Yasser Arafat, qui est un des leaders, le leader de l'aile laïque du nationalisme palestinien. Et c'était une délégation de syndicalistes proches du Parti communiste. Donc il le rencontre, il lui signifie leur soutien, etc., évidemment. Et Yasser Arafat, à chaque fois qu'il s'adressait à eux, leur disait « Mais vous, les chrétiens, vous pouvez comprendre ça. Vous, les chrétiens, vous pouvez comprendre. Vous, les chrétiens, vous êtes avec nous, vous, les chrétiens. » Et à un moment donné, cette dame m'a dit, on a été obligé de lui dire « Mais monsieur Arafat, nous, on est communistes. On est communistes. » Mais en fait, la grille de lecture, même pour Arafat, cette grille de lecture religieuse, elle était très importante. Et Michel Foucault, dans les textes que je cite et auxquels je rends hommage, parce qu'on a essayé de faire de Foucault un compagnon de route des mollahs iraniens, etc., ces textes sont magnifiques. Et ils sont magnifiques parce qu'ils prennent en compte, justement, ils sont très loyaux à l'égard de ce que Foucault a vu. Ils se baladent, comme je disais tout à l'heure, ils posent des questions, et ils voient que les gens sont mus par quelque chose de très important qui est essentiellement une espérance messianique. Ils voient que tous les militants qui se réclament du communisme, tous les militants qui se réclament de la démocratie dite bourgeoise à l'époque sont balayés extrêmement vite par ceux qui se réclament d'une espérance messianique radicale. Et donc Foucault, il décrit ça. Et tout le monde lui dit, et tout le monde lui tombe dessus. Il y a des gens qui disent, mais Foucault, alors en fait, il souhaite le retour du religieux. Il souhaite ça. C'est un fanatique lui-même. Et Foucault dit, j'ai été moi-même décrit comme un prophète fanatique. Et c'est intéressant parce que moi, à ma toute petite échelle, depuis quelques mois, je vis un peu ça. C'est-à-dire que quiconque dit, mais bien sûr, il y a des causalités sociales, etc., économiques, politiques, c'est très important, mais on doit pouvoir aussi penser, comme ça a été si longtemps le cas en Occident, que la religion peut aussi être une cause, au moins parmi d'autres. Et là, tout de suite, vous avez un regard suspicieux. Des gens qui disent, mais est-ce que celui-là, il ne devrait pas aussi faire un petit stage de déradicalisation, hein, parce que c'est un problème. Et c'est intéressant, parce que nous avons tellement oublié ça, que c'est notre croyance à nous. C'est-à-dire que nous croyons spontanément aux causalités sociales, économiques, géopolitiques, mais la foi, on n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas. Or, aujourd'hui, dans cette géopolitique du chaos dont vous parlez, eh bien, les enjeux de foi ne sont pas des petits enjeux. Voilà. La parole est à la salle, si vous voulez poser des questions. Il y a un micro, voilà. Oui, moi je trouve intéressant la position de Jean, même si tout à l'heure je n'étais pas tout à fait d'accord sur le fait que ce n'était pas une question de savoir, mais j'ai fini par comprendre après les développements faits. Mais je crois quand même que l'environnement social doit être interrogé. Je ne dis pas que c'est le principal souci, mais je pense quand même que lorsqu'on voit ces bras armés du djihadisme, il y a aussi un rapport à la République qui est quand même problématique, notamment sur les valeurs d'égalité, sur les questions de discrimination. Je ne dis pas que c'est le principal moteur, mais je dis que c'est quand même des éléments à prendre en compte, même si je suis entièrement d'accord sur le fait qu'en réalité, c'est une quête de sens, une quête de spiritualité, qu'on pourrait appeler religion civile, tout ce qu'on veut, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas expliquer aussi ces dérives, ce chaos qu'on vit notamment dans nos quartiers? Mais ce n'est pas limité aux quartiers, là aussi, je suis d'accord. Ça peut être rural, ça peut être dans des milieux favorisés, bourgeois, tout ce que vous voulez. Mais quand même, on a l'impression que dans nos quartiers,
il y a une espèce de spécificité quand même qui est liée à la fois à la difficulté de ces jeunes de trouver leur place dans la société française et aussi un rapport assez complexe qu'ils ont vis-à-vis du cadre républicain. Non, mais je suis complètement d'accord. On a encore 10 minutes, un quart d'heure. Oui, il va y avoir d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question Pierre. Oui, juste une remarque sur cette avancée de la foi sur laquelle l'analyse, je suis tout à fait d'accord. Le livre de Jean Birnbaum est très intéressant justement sur la difficulté à penser le phénomène. Moi, ce qui m'a frappé en écrivant un rapport sur la contre-radicalisation, c'est qu'on a du mal à qualifier politiquement cette poussée du salafisme, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on la considère comme du champ religieux, donc par la loi de 1905 relevant de la liberté de culte, etc., etc. Or, en fait, on a une posture de nature politico-religieuse. C'est-à-dire qu'on va contester les règles de la République sur la base d'un postulat religieux. On a eu les témoins de Jéhovah qui refusaient la transfusion sanguine. On va avoir des postures, si vous voulez, qui vont être de refuser... je ne sais pas, des formes... Plus près du micro. Pardon, excuse-moi. On va avoir effectivement des postures qui vont faire que des individus vont défendre une femme que la police contrôle, donc en contestant la loi républicaine, éventuellement par la violence. Donc le problème, c'est la difficulté à penser justement politiquement ce phénomène, c'est-à-dire où est-ce qu'on arrête la discussion libre et l'échange normal d'idées. Une autre question, oui. Oui. Alors moi, je voudrais juste faire un commentaire et vous remercier pour ce débat et le débat précédent. Alors, je vis en Angleterre et j'ai un regard un petit peu différent dans le sens où je trouve très bien en France, on a cette capacité de débattre et d'essayer de comprendre, de trouver des... Mais quand il s'agit de trouver une solution et d'aller de l'avant, là, on ne sait pas faire. Je vais vous donner juste un exemple par rapport à ce qui se passe actuellement en Angleterre. Le pays, évidemment, est déchiré par le Brexit. Il y a eu des changements politiques. Mais maintenant, le pays est prêt à aller de l'avant, respecte le peuple, à trouver une solution et va aller ensemble de l'avant, même si le pays est déchiré. En France, on débat, mais on essaye de comprendre. Mais quand il s'agit de trouver des solutions et de se mettre tous ensemble pour se battre contre ce problème, on ne sait pas faire. Merci, Jean. Bon, écoutez, il va falloir aller trouver les solutions du côté de l'Angleterre, alors. Vous nous direz ce qu'ils ont trouvé sur le djihadisme. Et l'Europe, ouais. L'Europe. Mais oui, l'Europe. D'ailleurs, vous savez que là-dessus, il y a je cite dans un passage de Jacques Derrida, qui est, je trouve, un très beau passage, qui dit, vous me donnez la possibilité de raconter ça, de rappeler ça, c'est un très beau passage dans un livre, je crois, qui s'appelle Le concept du 11 septembre, où il parle de la responsabilité ou de la vocation particulière de l'Europe dans tout ça. C'est-à-dire, il dit, en fait, l'Europe est dépositaire d'une expérience que ni le monde arabo-musulman, ni les États-Unis n'ont, c'est-à-dire cette séparation radicale, effectivement, du religieux et du politique. Et donc l'Europe, ayant vécu tout ça, et avec l'héritage des Lumières, etc., devrait pouvoir réinventer une articulation compliquée, inquiète, angoissée et difficile. Ça veut pas dire qu'il faut... Mais il y a des très beaux passages de Derrida sur la responsabilité spécifique de l'Europe. Bon, il ne parlait pas du djihadisme, mais dans cette espèce de géopolitique du chaos dont on parlait tout à l'heure. Alors je suis totalement d'accord sur la politique. En fait, le gros problème, c'est pour ça que tout à l'heure je citais vous disiez, voilà, les salafismes, à partir de quand c'est politique, vous disiez-vous, hein, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je trouve ça passionnant parce que je citais tout à l'heure, de ce point de vue, la formule de Michel Foucault, qui est centrale quand il parlait de spiritualité politique. Pour lui, le problème était de désigner ce nœud, le fait que c'était indissociablement politique et religieux. Le problème, pour nous tous, et c'est notamment le problème d'un certain état d'esprit républicain et au-delà d'une certaine gauche, etc., c'est que dès que c'est politique, on est convaincu que c'est plus religieux. Et dès que c'est religieux, on évacue le politique. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, là c'est politique. Là ça n'a rien à voir avec le religieux, là c'est politique. Et même au-delà de ça, le symbolique. C'est-à-dire on a un problème avec le symbolique. C'est-à-dire avec ce qui vaut au-delà de soi. Moi je suis très frappé par ça. Par exemple, quand vous avez des débats sur des choses qui ont l'air toutes bêtes, mais il y a une crise dans le rapport où il y a la chose symbolique à la transmission. Par exemple, quand il y a eu un certain débat sur le voile, et moi j'ai une position très nuancée sur le voile, mais des gens ont dit, mais
pourquoi ça vous gêne le voile, les strings, ça vous gêne pas le string. Alors pourquoi le voile, ça vous gêne pas? C'est un argument qu'on a lu partout et qu'on a entendu 1000 fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la différence entre une culotte affriolante et un vêtement qu'on investit de 1000 significations diverses, mais spirituelles. Il y a des gens qui ne voient pas la différence. Exactement comme quand les restaurants quick les fast-food quick ont dit on va maintenant faire de la viande halal. Il y a eu une petite polémique. Et des gens ont dit mais pourquoi il y a une polémique s'ils disaient on fait de la viande, si on passe au bio, maintenant on est au tout bio, ça vous gênerait pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens à nouveau qui ne voient pas la différence entre une viande qui est bénie d'une certaine manière, avec certains mots, qui engage un monde, ça engage un monde, tout comme la viande cachée, ça engage des mondes entiers, et le bio, ce qui est un peu différent quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, un des grands problèmes pour nous, pour revenir du symbolique au politique, c'est de retrouver le sens de ce que Foucault disait, d'ailleurs qu'on avait oublié, c'est-à-dire le sens de la spiritualité politique. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais de cesser, de reconnecter dans notre tête et de cesser d'évacuer systématiquement le spirituel quand il y a de la politique et de la politique quand il y a du religieux. Je sais pas, je réponds pas de façon exhaustive à votre question, mais pour moi, en tout cas, c'est très important. Du point de vue de ce que vous disiez sur la République, je suis complètement d'accord, je peux rien dire d'autre. Le vrai problème, c'est que ce défi ou cette incapacité à se projeter maintenant sur une espérance spécifiquement républicaine, à nouveau, elle ne concerne pas que certains quartiers, comme vous l'avez très bien dit. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de gens. On a parlé, Rachid Benzine tout à l'heure parlait d'un désir de guerre civile. Pas très loin d'ici, à Béziers, il n'y a pas longtemps, il y a eu cette réunion de la droite, de l'extrême droite. Je ne sais pas trop comment il faut la qualifier. Et où il y avait Yvan Rioufol, cet éditorialiste du Figaro, qui passe pour très 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 à droite et qui a fait un livre qui s'appelle Vers la guerre civile, ou La guerre civile qui vient, je ne sais plus comment. Et il a été hué comme un gauchiste là-bas. Il a été hué, les gens l'ont hué parce qu'il a dit il y a quand même des musulmans qui pourraient. Alors les gens ont dit ah non, parce qu'il fallait dire tous les musulmans, vraiment c'est mal et ça. Mais le problème, c'est que ce désir de guerre civile, par exemple, qui va avec ce défi à la République, avec cette crise de l'identification à la République et des cadres républicains, il ne concerne pas du tout que certains quartiers, il concerne des intellectuels. On le voit en lisant les essais de certains, etc. On le voit que dans beaucoup de milieux, y compris très huppés, etc., il y a un désir qu'on veut que ça pète en ce moment. On le sent un peu partout. Alors peut-être que ça demeurera au stade du fantasme, au stade de l'imaginaire, etc. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc à nouveau, pour moi, le problème, si on parle du djihadisme, c'est bien sûr de prendre en compte cette crise du cadre républicain, de l'espérance républicaine, etc. Mais de se dire pourquoi aujourd'hui, c'est ça qui met le plus le feu. Vous savez, par exemple, je reviens à Foucault. Tout à l'heure, je disais, c'était ça son interrogation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'en ai parlé avec une sociologue iranienne d'ailleurs récemment, c'était tout à fait passionnant. Qu'est-ce qui fait que oui, il y avait, les communistes étaient très forts en Iran au moment de la Révolution. Les gens qui voulaient une démocratie, les droits de l'homme à l'occidentale, etc., ils étaient assez nombreux aussi. Mais à un moment donné, ils ont été vraiment balayés. Et ce qui a mis vraiment le feu, ce qui a permis de faire front face à l'impérialisme américain, etc., ça a été l'espérance messianique. Tout comme moi, j'ai un chapitre entier sur la guerre d'Algérie dans mon livre, où je rappelle que là aussi, des gens ont étudié la question et ont montré que, bien sûr, le discours du FLN algérien, il y avait toute une face laïque, tiers-mondiste, socialiste, etc., mais que le programme islamique était central, fondateur, et que les gens qui ont bossé là-dessus ont montré que, exactement de la même manière, dans un cadre très différent, avec des enjeux très différents de l'Iran, mais qu'à un moment donné, à nouveau, le FLN aurait été incapable de mobiliser comme il l'a fait pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire quand même conquérir l'indépendance de l'Algérie, s'il n'avait pas misé sur l'énergie religieuse qui irriguait son programme et ses actions. Donc, voilà, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut pouvoir prendre en compte ce qui se passe de spécifique avec cette puissance d'aimantation d'un discours qui est profondément, qui mise sur ce matériel explosif qu'est le religieux. Okay, merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question et après voilà, Inès. Une remarque. En fait, là, ça nous ramène à la théologie de la libération, qui n'est pas du tout propre à l'Algérie, mais en Amérique du Sud, etc. Et je voudrais aussi rappeler quand même aussi la manipulation du religieux par des non-religieux. Et pour rappeler encore, et encore une fois pas du tout me focaliser que là-dessus, l'histoire de la colonisation qui est quand même mal connue, comme l'histoire de l'immigration d'ailleurs, il faut peut-être rappeler que la laïcité a été refusée
On ne l'a pas appliquée en Algérie alors qu'elle était considérée comme française, où il y avait le musulman qui était plutôt sujet et pas citoyen, et qu'il y avait des associations cultuelles qui étaient, certaines parmi elles, étaient dirigées par des préfets français, des colons. Et le but, c'était de vraiment avoir un domaine de surveillance des Algériens, de contrôle. Et ça continue avec la mosquée de Paris, parce que c'était de bonnes intentions, mais il y avait aussi la volonté d'avoir une surveillance aussi sur les Algériens qui commençaient à venir en France. Et je pense qu'une structure récente pour les musulmans rappelle tout à fait cette idée de surveillance et de contrôle. Non, vous avez bien raison, et totalement, c'est des enjeux importants, et en même temps, à nouveau, vous voyez, si vous lisez les livres de Fanny Colonna, qui est une des rares qui a travaillé là-dessus, qui est morte l'année dernière, qui est une sociologue qui a eu un mal fou à publier son livre, c'est la seule quasiment qui a travaillé sur l'islam dans le nationalisme algérien, qui était proche de Bourdieu, etc. Enfin, et elle a eu un mal fou à publier son livre en France, elle a eu un mal fou à le faire ensuite publier en Algérie, etc. Parce que ça n'intéressait personne. Moi, j'ai travaillé pour mon livre. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. Si vous prenez toute la littérature sur l'Algérie, après, dans les années 60, etc., après l'indépendance, vous avez tous ces petits bouquins dans la collection Maspero, tous ces livres, et vous avez des choses sur la question paysanne, la question de l'hydraulique, la question des rapports entre le commerce et la bureaucratie, etc. Vous n'avez rien sur la religion. Et Fanny Colonna a montré que la religion était extrêmement structurante et échappait en fait à cette politique de contrôle, justement. Justement, ils ont voulu contrôler, mais ça leur a explosé au visage parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler ça. Et que, à nouveau, c'était la seule énergie assez explosive pour bouter la France hors de l'Algérie ou pour s'opposer à l'impérialisme américain, etc. Et alors la comparaison avec la théologie de la libération, j'en parle là aussi dans le livre parce que c'est extrêmement central. Parce que qu'est-ce que c'est que ce qu'on a appelé la théologie de la libération ? C'est cette partie des églises donc chrétiennes qui ont été dans un compagnonnage avec le mouvement social, le mouvement ouvrier, une certaine extrême gauche en Amérique latine, etc. Et c'est un cas très intéressant parce que récemment, il y a eu un bilan de ça. C'est-à-dire dans l'extrême gauche internationale, des gens ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive pas à faire avec l'islam politique ce qu'on a fait avec le christianisme social, par exemple. Et vous avez un grand marxiste qui s'appelle Gilbert Achcar, qui est quelqu'un de passionnant, qui est libanais, qui a publié récemment un livre chez Actes Sud, qui est une grande figure de l'internationalisme révolutionnaire, marxiste, etc. Il a tout suivi depuis la révolution iranienne jusqu'à aujourd'hui, les polémiques autour du NPA en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils sont pragmatiques, mais il y a des grandes alliances entre une forme d'extrême gauche et des groupes intégristes, etc. C'est peut-être du pragmatisme, je ne sais pas. Et il a tout suivi. Et il était favorable. Lui, par exemple, il était sur la ligne de l'Imam's Line en 79. Il était pour le soutien aux ayatollahs face à l'impérialisme américain, etc. Et il a fait un texte il n'y a pas longtemps dans ce livre où il dit il faudrait quand même qu'on fasse un bilan parce que ce qu'on a fait avec la théologie de la libération, on n'a pas pu le faire avec l'islam politique. Et là où la théologie de la libération a été forte, eh ben, on a créé des partis ouvriers, des syndicats ouvriers, on a lutté aux côtés des chrétiens et on a avancé côte à côte avec des idées différentes, mais on a pu avancer côte à côte. Et Gilbert Achcar dit, mais le problème, c'est qu'on a cru qu'on pourrait faire la même chose avec l'islam politique, et que partout où l'islam politique en fait a triomphé, la gauche, elle est en sang. Elle est morte, en fait. Elle est morte. C'est très simplement morte. Donc, il dit, il doit y avoir une différence, il doit y avoir quelque chose qui se passe de spécifique. Et là, on a des textes incroyables de Gilbert Achcar, grand marxiste, etc., qui dit il faudrait peut-être qu'on se penche sur les textes, il faudrait peut-être qu'on bricole une sociologie marxiste comparative des religions. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une espèce de... C'est quelqu'un qui a tout suivi, voilà. Il a tout suivi. La théologie de la libération, l'islam politique, l'alliance avec des groupes, le soutien aux ayatollahs, etc. Tout ça. Et puis il dit, maintenant, si on fait un petit bilan, on voit que tout n'est pas pareil finalement. Il doit se passer un petit truc particulier pour que cette alliance-là n'ait pas pu avoir lieu et que finalement... Partout, on a cru pouvoir tendre la main au groupe, parce que lui, il théorisait qu'il y avait un islamisme féministe, un islamiste progressiste, un islamisme révolutionnaire, et qu'il fallait le soutenir face à l'Amérique, face à l'impérialisme globalisé, etc. Mais il constate que ça n'a pas toujours été sans danger pour ses amis politiques, socialistes, communistes, anarchistes ou autres. Ok, donc... Maoïstes, oui. Merci Jean. Donc, il me reste à te... Merci à vous, à toutes et tous, pour votre patience et votre exigence et vos interventions. Merci beaucoup. Il me reste à te François remercier Bibi, chaleureusement, à vous remercier tous et à vous inviter
Donc, mais là, c'est pas demain. À vous inviter le 18 juillet pour une carte blanche avec Edoui Plenel à 17h ici au village du Hof sur le thème dire non et dire nous. Et Louis Plenel qui connaît bien Gilbert Achcar d'ailleurs. Voilà, il le connaît bien. On lui posera des questions complémentaires. Dire non et dire nous. Et le samedi 23 juillet avec Audrey Pulvar pour une carte blanche à 17h aussi sur le thème libre comme elle. Voilà, merci à tous et très bel été. Merci beaucoup.